Bonjour à tous les auditeurs de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bonjour à tous les élèves de la classe. Je salue notre mère Foudado, notre mère Dambélé Aïcha et le Chao Samba Kone. Et j'ai dit bienvenue en ce 27 février 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et nous allons continuer le festin intellectuel qui consiste simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, en donnant le peu d'arguments que nous savons, mais surtout en nous mettant dans la disposition d'apprendre davantage. J'ai dit merci à tous les élèves de la classe, sans oublier Kaswat, sans oublier Kevin Kwasi et tous ceux qui se joindront à nous. Et je salue aussi le grain de Yamoussoukro à travers Alexandre Aoussou. J'ai dit merci à tous ceux qui aiment cette ligne de conduite que nous suivons. À partir du 2 mars 2023, nous allons reprendre les émissions dans leur formule traditionnelle sur notre plateforme originale Éclaireur Pro Vérité. C'est la nouvelle que je souhaitais d'abord annoncer aux uns aux autres. Je salue aussi le grand maître Olivier Amiral et nous allons tomber dans le vif du sujet. Il y a 5 thématiques à développer et après donc ces 5 thèmes, pour ceux qui auraient des questions, vous pourriez les poser et éventuellement si nous avons des réponses, nous les donnerions. Mais au cas où nous n'avons pas de réponse, on aura aussi l'humilité de dire qu'on ne les a pas et donc que nous ne les connaissons pas. On débute la première information du jour avec le Hajj. Pour ceux qui ne le savent pas, le Hajj, c'est le pèlerinage musulman. Et le pèlerinage musulman, selon les prescriptions islamiques, pour celui qui en aurait la capacité physique, mentale, morale, intellectuelle et surtout financière, devrait pouvoir le faire. Et donc, c'est un exercice très important pour toute personne qui est musulmane. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, le pèlerinage est devenu source de beaucoup de corruption, de beaucoup de désespoir et de beaucoup de tromperie de la part de ceux-mêmes qui doivent organiser le Hajj. C'est-à-dire, à partir du ministère de l'Intérieur, ceux qui sont indiqués pour pouvoir organiser le Hajj profitent de cela pour organiser une mafia, pour organiser une tromperie à grande échelle, pour mettre en désespoir le projet de plusieurs pèlerins musulmans. Et donc l'édition 2023 du Hajj, pour la Côte d'Ivoire, il aura 10 000 places. Et donc l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque a été lancée officiellement le samedi 25 février 2023 à la salle de conférence du CRAE UEMOA dans la commune du Plateau. Au cours de cette cérémonie, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a présenté les dispositions arrêtées pour cette édition. 10 000 places ont été accordées cette année à la Côte d'Ivoire contre 4 527 l'an dernier, à savoir 7 000 places pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés.
Les 2610 pèlerins déjà inscrits qui n'ont pas pu effectuer le déplacement l'an dernier sont prioritaires, souligne-t-il. Selon le ministre Vagondo, cette augmentation numérique témoigne de la bonne qualité des relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Au niveau de la limitation d'âge, il a indiqué que ce critère a été levé cette année. Ça veut dire cette année-là. L'année dernière, on avait dit, à cause de l'âge là, on avait fixé une limite d'âge. Cette année 2023 là, il n'y a pas à faire d'âge dedans. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu partir l'année dernière là, vous êtes prioritaire, c'est-à-dire on vous prend avant les autres. C'est ce que le ministre est en train de dire. La deuxième chose, c'est que l'Arabie Saoudite a donné plus de place à la Côte d'Ivoire et on se retrouve passant de 4527 places l'année dernière à cause du Covid, on se retrouve cette année à 10 000 places. Et donc, j'encourage fortement les Ivoiriens à aller se faire inscrire, les Ivoiriens musulmans bien sûr, à aller se faire inscrire dans le contingent étatique, c'est-à-dire là où le gouvernement même prend en charge là. Il y a 7000 places pour cela. Maintenant, les 3000 places restantes sont données aux opérateurs privés. Cela étant bien dit, selon le ministre Vagondo, cette augmentation numérique témoigne de la bonne qualité des relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Au niveau de la limitation d'âge, il a indiqué que ce critère a été levé cette année. Toutefois, le pèlerin devra justifier une parfaite santé. Et donc, comme d'habitude, il va falloir que le pèlerin fasse un bilan de santé qui justifie qu'il peut bel et bien effectuer le Hajj. En ce qui concerne le coût du voyage prévu dans le mois de juin 2023, le ministre a indiqué qu'il reste inchangé et s'élève exactement à 2 161 000 francs CFA. Contrairement à certains pays comme le Mali qui sont à plus de 4 millions, la Côte d'Ivoire maintient le prix du Hajj à 2 161 000 francs CFA. Il n'y a pas 5 francs dessus, il n'y a pas 5 francs enlevés dedans. Je crois que tout le monde a entendu ça. Si tu t'en as payé 5 millions quelque part, c'est ton problème. C'est parce que tu avais de l'argent à jeter à la fenêtre. Maintenant, là, il faut bien signaler, il y a beaucoup d'habitants du Sahélistan. Quand je parle du Sahélistan, c'est la fédération imaginaire des pays pauvres d'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup. Quand je vais dire leur nom, on va dire que je provoque les gens. Ils vont venir parce que d'abord, ils sont extrêmement pauvres. De deux, le billet d'avion seul coûte là-bas plus de 2 millions. Sans oublier les difficultés techniques. Et donc, il y a beaucoup qui vont se rabattre sur la Côte d'Ivoire. Et ça, je souhaite le dire, que les musulmans eux-mêmes dénoncent les moutons du Sahélistan qui vont venir et qui vont vouloir faire. Quand je parle du Sahélistan, je parle du Burkina, Mali et surtout, Guinée, Mali, Burkina. C'est de 3 pays-là que je parle. Restez dans vos pays là-bas. Vous nous avez dit, nous, on ne vous aime plus. Nous, là, on ne vous aime plus. Moi, je ne vais pas vous cacher ça. Restez dans vos pays là-bas. La souveraineté veut que vous payiez les 4 millions et quelques pour aller. Donc, restez dans votre souveraineté là-bas. Et puis, avec vos nez coulants, montrez que vraiment vous êtes digne de votre pays. Ce que je demande par contre aux musulmans ivoiriens, si vous n'êtes pas des traîtres, si vous n'êtes pas des individus sans mémoire, signalez tous ces habitants du Sahélistan qui vont se lever avec leur boubou sale, leur nœud coulant pour prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Signalez-les et on va les rapatrier. Parce que l'heure de l'amusement, il est terminé. Je l'ai bien dit, ce que le Mali nous a fait, nous allons nous venger. Et c'est l'une des occasions là qu'il faut utiliser pour leur montrer que nous ne sommes pas des frères. Nous ne sommes pas frères avec les Maliens, nous ne sommes pas frères avec les Burkinabés, nous ne sommes pas frères avec les Guinéens, nous sommes simplement des voisins. Et comme vous nous avez montré ce que chacun doit faire,
nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, on va vous montrer aussi qu'on a bien compris la leçon. Donc, tous ceux qui disent qu'ils sont des musulmans, tous ceux qui disent qu'ils croient vraiment en Dieu, si vous permettez que des habitants du Sahélistan viennent prendre la place des Ivoiriens, c'est un acte de corruption. Et je jure devant Dieu que votre âme va demeurer éternellement en enfer. Depuis le ministère du culte au ministère de l'Intérieur jusqu'au citoyen lambda qui va contribuer à faire partir un étranger à la place d'un Ivoirien, tu auras empêché quelqu'un d'aller au Hajj et le jour du jugement dernier, Dieu va te condamner pour cela. Et ça, il faut que tu le retiennes. C'est vous les musulmans. Quand je vais parler, on m'a dit il est contre les musulmans. C'est vous les musulmans qui voulez montrer que vous êtes gentils. C'est vous qui savez faire easy. C'est vous qui êtes gentils. Il faut que ça cesse. On ne devient pas gentil pour se faire assassiner. On ne devient pas gentil pour qu'on arrête injustement nos militaires. On ne devient pas gentil pour qu'on humilie Alassane Ouattara. Ça suffit. Votre gentillesse là, gardez ça pour vous. Si Alassane Ouattara a diminué le prix du Hajj, il a mis à 2 161 000 francs CFA. Si toi tu n'aimes pas ça, mais tu veux maintenant être gentil, toi tu es plus gentil qu'Alassane Ouattara, qu'ils ont humilié, qu'ils ont voulu humilier, il faut continuer. Si on me donne le nom de quelqu'un qui est en train de vendre ou bien qui est en train d'aider des étrangers, alors à partir de la Côte d'Ivoire, on va vous signaler et vous allez voir ce qui va advenir. Une nouvelle fortement applaudie par l'assistance qui craignait une augmentation compte tenu de l'inflation. Mais tout naturellement, quand on parle d'Alassane Ouattara, le maître de l'argent, lui sait comment l'argent circule. Tout en révélant quelques insuffisances lors de l'édition précédente, le ministre Wagondo Diomandé a rassuré l'ensemble de la communauté musulmane. L'édition 2022 était pour moi le baptême de feu. Les expériences acquises me seront utiles pour une meilleure organisation de l'édition 2023. En tout cas, on ne veut pas vraiment qu'il y ait des gâchis. Parce que la plus grosse erreur est venue, effectivement, monsieur le ministre Wagondo, de ceux que vous avez mis au ministère des cultes. On va citer les noms. Puisque Saïd Penan a fait une analyse que je vais faire jouer, tout le monde va écouter. C'est eux qui ont fait échouer l'édition précédente 2022 à cause de leur cupidité, à cause de leur méchanceté, à cause de leur inhumanité. Ensuite, il y a eu des complicités. Comment on peut ouvrir le Hajj et à moins de 72 heures, on nous dit qu'il y a près de... Il y a près de, je vais dire, près de 3 quarts des personnes qui sont déjà enregistrées. Monsieur le ministre, l'édition 2022, dès qu'elle a été lancée, dès qu'on a dit que les listes d'inscription sont ouvertes, ceux qui sont dans votre ministère là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment vous pouvez inscrire un nombre incroyable de personnes en 24 heures, voire en 48 heures ou en 72 heures? L'année dernière, la Côte d'Ivoire avait 54 527 places. Bizarrement, dès qu'on a dit que le Hajj est lancé, ils disent que non, que les places là, que tout a été déjà inscrit. Eux, ils ont pu inscrire 4 527 personnes en 72 heures. Il faut leur demander au ministère là-bas, là, par quelle magie eux, ils ont pu faire ça, où ils ont trouvé ces personnes. En réalité, ce qui se passe, à partir du ministère de l'Intérieur, ils ont des démarcheurs qui mettent dans la ville. Et qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Si tu veux partir à la Mecque, puisque Éclairé fait partie des démarcheurs, c'est un exemple que je prends. Puisque le roi du printemps fait partie des démarcheurs, c'est un exemple. Puisque Mère Blanc fait partie des démarcheurs, c'est un exemple. Puisque Meïté Tefet fait partie des démarcheurs, c'est un exemple. Nous, on est versés maintenant dans la ville. On se promène maintenant dans les mosquées, on demande, on fait des listes parallèles. Ah, toi, tu veux pas aller à la mosquée? Et pardon, à la Mecque, quand j'ai ma liste, quand Madame Blanc a poil, quand le roi du printemps a poil, quand Meïté Tefet a poil, quand nous les démarcheurs on a pour nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va maintenant au ministère avec ces personnes que M. Wagondo fait travailler. Lui, il est de bonne foi. Mais ceux qui sont au ministère ne sont pas de bonne foi. Donc, quand moi, je viens avec la liste des personnes que j'ai récupérées maintenant, là, on les fait inscrire.
on les fait inscrire. Et dès qu'on dit que l'édition est ouverte, on a déjà inscrit tous nos gars. Chacun a son mangement. Maintenant, on met peut-être 200 ou 300 places. Voilà la magouille qui se passe, qui fait que dès que les listes sont ouvertes, en même temps, on nous dit non, les inscriptions sont finies. Et donc, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et si l'édition a échoué, ce n'est pas la faute du ministre Diomandé Bagondo, qui a été honnête. Il dit c'était ma première fois d'organiser. J'ai eu la bonne foi de laisser à ceux, à partir du ministère des cultes, qu'il faut pour organiser ce Hajj-là. Mais c'est eux qui ont fait échouer et je viens de vous donner le mode opératoire. Et ça, il faut que ça cesse. Parce que l'année dernière, il y a certains qui ont évité de justesse d'être lynchés. Parce que c'est très important le Hajj pour les musulmans et il faudrait que les gens arrêtent de s'amuser avec ce sentiment-là qui fait partie même intégrante de la foi musulmane. Et c'est vraiment très important. Il faut que le comportement change. Même si vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'avez pas le droit d'honneur à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, dans un contexte d'inflation mondiale, dans un contexte de désordre mondial, là où certains pays n'arrivent même pas à voir, la Côte d'Ivoire vient de doubler le nombre de ses pèlerins. Mais là encore, ils vont vendre ces places-là. Là encore, ils vont adopter le même mécanisme. Monsieur le ministre Bagondo, prenez le soin de faire un communiqué pour dire que, pour mettre un numéro vert, tous les manquements qui seront vus, on va les signaler automatiquement et faire arrêter ces personnes. Ça sera vraiment très important. Tout en invitant les 24 opérateurs privés agréés cette année 2023. Donc là, les privés qui vont organiser Hajj là, ceux à qui on a donné 3000 places là, eux ils sont seulement 24 en Côte d'Ivoire. Donc avant, si tu veux aller au privé, il faut chercher la liste à partir du ministère de l'Intérieur. Pour voir dans les 24 là, il faut faire un choix. Si tu t'assois chez toi là-bas pour dire, ah non, comme on dit qu'il y a Sundiata le conquérant qui organise là, moi je vais aller avec lui. Tu as pris le temps de savoir s'il est parmi les 24 là. S'il n'est pas parmi les 24 là, tu vas venir crier. Donc là, il faut, toi, musulman, si tu veux aller dans le contingent étatique, il faut aller te renseigner là où il faut. Si tu veux aller dans le contingent privé, il faut aller te renseigner. Les privés, là, il y a seulement 24 opérateurs que le gouvernement reconnaît cette année. Et donc, le gouvernement invite ces opérateurs à plus de rigueur et au respect du cahier des charges. En majorité, ces opérateurs privés-là ne respectent jamais leur contrat. En général, ces opérateurs privés-là, ce sont des véritables charognards. En général, ce sont des gens, c'est eux qui ont la bouche quand ils parlent là, non, il te promet même que tu vas t'asseoir même sur la tombe du prophète à Médine là-bas. Tout ce que tu veux, il te promet. Après ça, tu vas prendre thé avec le roi de la Mecque sur le mont Hira. Et après, tu pourras aller aussi là où l'ange Gabriel a parlé au prophète. Tu pourras même être là et puis ils vont te faire voir le film en direct. Tu vas voir les anges là. Tu vas aussi voir toute l'histoire même du prophète. Ils vont le ressusciter. Et puis tu vas le voir. Et puis après tu vas revenir. Les contingents étatiques, il n'y a pas plus grand menteur sur la terre que eux. Ça c'est ce que toi tu voulais entendre. Si, je dis bien si, par extraordinaire, vous arrivez à aller à la Mecque, ce qui n'est pas très évident, mais supposons que vous puissiez y aller, quand vous y débarquez, en général, celui qui a le privé, ils ont l'habitude de prendre des oustas. Je connais bien votre religion, donc ne vous inquiétez pas. Ils ont donc l'habitude de prendre des gens qui doivent vous aider à vous expliquer, à vous montrer comment faire les différents rites du Hajj. Mais dès que vous arrivez à la Mecque là, ils disparaissent. Vous n'allez pas, ils deviennent les premiers commerçants du monde. Ils connaissent tous les petits coins où on vend l'or, où on vend les iPhones, où on vend les belles choses. Ils connaissent tout. Et donc là, ils vous mettent là-bas. Et puis eux, ils savent faire leur business pour faire leur colis. Donc là, jusqu'à ce que le Hajj finisse là, vous n'allez même plus le voir. Deuxième chose, l'hôtel, si
étoiles qui vous avait promis, l'étoile 15 étoiles qui vous avait promis là, quand vous arrivez là-bas, vous allez dormir à la belle étoile. Ça aussi, il faut qu'on vous signale ça. Troisième chose, en général, lorsque vous arrivez là-bas, comme vous ne connaissez pas le terrain, ces privés-là vous disent, ah, comme on est arrivé là, comme il y aura beaucoup de dépenses là, donnez-nous votre argent, on va garder. Et donc, comme c'est comme ça là, chacun doit payer peut-être 200 000. Comme il y a le mouton aussi qu'on doit égorger là. Et puis comme bon, il y a la nourriture là, vous n'arrivez pas à manger là, on va donner ça à des femmes là, elles vont préparer une nourriture africaine. Parce que la nourriture des Arabes là, Africains ne peuvent pas manger. Comme on peut mettre raisin et puis date dans riz. Mais toujours est-il que chacun a ses habitudes alimentaires. Et donc, ils ont tous les systèmes pour pouvoir vous voler sur le terrain parce que vous êtes perméable, parce que vous ne connaissez pas le terrain, parce que vous n'avez pas l'expérience. Et donc, en général, les gens du privé, ce sont de véritables loups sanguinaires qui s'invitent dans la peau de Dieu pour essayer de devenir des microbes du Hajj. Et ça, il faut qu'on signale ça très bien à nos parents. Et donc, la magouille se retrouve des deux côtés. Quand tu vas dans le contingent étatique, si tu n'acceptes pas le business de ceux qui sont là à partir du ministère des cultes au ministère de l'Intérieur, il y a de fortes chances que tu ne pourras jamais aller. Il faut que Wagonlo fasse asseoir ses collaborateurs et leur dise ceci. Si j'entends votre nom ou vos noms dans quoi que ce soit, vous êtes renvoyés pour de bon. Et le contingent privé, là, les opérateurs privés, il faut que le ministre s'asseye avec eux pour leur dire non seulement je veux que votre cahier de charges soit respecté, mais de prendre des personnes qui vont aussi veiller sur la qualité du travail là-bas à la Mecque. Et ceux qui iront dans les privés, leur dire aussi, quand vous allez revenir, tout ce qui n'a pas été bon là, vous venez signaler. Parce qu'il faut qu'on améliore. Alassane Ouattara a déjà fait son travail. On passe de 4 527 personnes à 10 000 personnes. Plus du double. Non seulement ça, il a maintenu le prix à 2 161 000 francs CFA. On ne peut pas demander mieux. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait. Et donc, nous continuons pour dire que les candidats au Hajj pourront effectuer les consultations médicales à partir du 6 mars 2023 et le paiement des frais d'inscription à partir du 8 mars 2023. Pour rappel, le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier et le dernier pilier de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman ayant les moyens matériels, physiques et toutes ses facultés mentales. Et toi qui es musulman, qui veux aller à la Mecque, avant d'aller à la Mecque là, si tu as crédit déclaré, il faut venir payer. Deuxième chose, je vais aller à la Mecque, c'est bon. Mais en allant là, est-ce que tu as laissé la nourriture du temps que tu vas passer à la Mecque à ta famille? Si tu n'as pas laissé ça à ta famille, tu ne dois pas aller à la Mecque. Quand on dit il faut avoir les moyens matériels là, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les 2 161 000. Ce n'est pas seulement de ça. Avant de partir là, il ne faudrait pas que ta famille là, on fasse don ici pour les nourrir. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et donc il y a beaucoup de critères sérieux qu'il faut respecter avant de pouvoir faire cela. Et avant de terminer, nous souhaitons un très bon Hajj à tous ceux qui sont musulmans. Et surtout prier pour le président de la République. Priez aussi pour nous qui essayons tant bien que mal d'aider toutes les communautés sans distinction. Vous voyez qu'on ne parle pas du Hajj chrétien parce qu'eux, ils sont plus sérieux que vous les musulmans. C'est la vérité que je dis. Eux, au moins, là, ils respectent et ils ont peur de Dieu. Eux, là, même s'ils sont des humains comme nous, et eux, au moins, ne volent pas au nom de Dieu. Alors que les musulmans volent des musulmans au nom de Dieu à travers le Hajj. On n'a jamais entendu des chrétiens faire ça. On n'a jamais entendu des juifs faire ça. On n'a jamais entendu les gens du vaudou faire ça. Mais c'est vous les musulmans qui collez la honte à vos propres concitoyens musulmans. C'est vous les musulmans qui faites la honte de Dieu en volant l'argent d'un autre musulman qui aspirait à faire son Hajj. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque Saïd Penda en a fait une enquête l'année dernière. On écoute ensemble et après donc nous pourrions évoluer. Je me trouve devant la mosquée de la Riviera Golf à Abidjan. C'est le lieu d'où partent tous les candidats au pèlerinage en Côte d'Ivoire.
Ce qui s'est joué ici est quelque chose de plus dégoûtant. Il y a eu d'une part des pèlerins abandonnés à eux-mêmes qui n'ont pas pu effectuer le Hajj. Et on a vu un responsable de l'organisation du pèlerinage à la Mecque échapper de justesse à un lynchage. Je vais d'abord rappeler le contexte. En 2020, il n'y a pas eu de pèlerinage en lieu saint de l'islam. L'Arabie Saoudite a décidé d'annuler l'événement pour cause de Covid. Alors cette année, quand on a ouvert la possibilité du pèlerinage à la Mecque, les places accordées à la Côte d'Ivoire n'étaient pas suffisantes pour déjà prendre en compte la totalité des personnes qui s'étaient inscrites en 2020 et qui ont payé la totalité des frais. Alors du coup, on avait d'une part les candidats de 2020 qui avaient déjà payé les frais et qui ne pouvaient pas partir, et on avait d'autre part les nouveaux inscrits qui voulaient coûte que coûte aller en pèlerinage à la Mecque cette année. Nous sommes quand même dans un domaine religieux où la logique aurait voulu, l'honnêteté religieuse aurait voulu qu'on accorde la priorité à ceux qui s'étaient inscrits depuis 2000. Mais ce n'est pas à cela qu'on a assisté. Ce à quoi on a assisté, c'est une sorte de mafia qui s'est créée où des gens qui étaient inscrits depuis 2020 ont dû encore payer de l'argent, soudoyer des gens pour pouvoir se retrouver dans l'avion. Mais on a aussi eu des gens qui ne se sont inscrits que cette année, mais qui ont réussi en payant le plus fort à racheter des places qui étaient plutôt normalement destinées à ceux qui étaient inscrits depuis 2020. C'était donc un spectacle d'une mafia inqualifiable qui s'est dégagée pour le pèlerinage à la Mecque cette année. Et le plus dégoûtant dans tout ce qui s'est passé, c'est que nous sommes quand même dans un pays dirigé par un chef de l'État, lui-même musulman, à la probité morale irréprochable. En attendant que je me situe les responsabilités à l'issue de mon investigation, je voudrais d'abord présenter les principaux acteurs de l'organisation du pèlerinage musulman en Côte d'Ivoire. Il y a d'abord la direction générale du culte. C'était l'organisme du ministère de la Sécurité de l'Intérieur et cet organisme est dirigé par M. Messamba Bamba. Il y a ensuite deux autres structures. C'est d'abord le commissariat du Hajj et le comité de surveillance. Alors, le très puissant comité de surveillance est dirigé et présidé par M. Vassili Ketouké. À côté du comité de surveillance, il y a le commissariat du Hajj qui, lui, est dirigé par l'imam Ouattara Bachir, le numéro 2 de la mosquée de la Migration. À côté de ces trois structures, il y a aussi enfin les agences de voyage. Ce sont donc toutes ces structures et personnalités que je vais passer au crible. Je vais situer les responsabilités. Qui a failli? Qui a vendu les places qui étaient destinées à nous? Qui a mis en place une sorte de marché noir cette année pour le pèlerinage des musulmans? Je vais conduire mon investigation avec la plus grande rigueur. Je serai très ferme dans le résultat de mon investigation. Je serai sans concession. Parce que c'est l'image de toute la Oumma islamique de Côte d'Ivoire qui a été entachée. On a brisé le rêve de croyants qui ont déboursé de l'argent et qui devraient se rendre en terre sainte pour accomplir le 5e pilier de l'islam. On a surtout sali l'image du président Alassane Ouattara et ça, je ne laisserai pas passer. Je vais dénoncer ceux qui sont à dénoncer. Je blanchirai ceux qui sont à blanchir, même s'ils ont été salis tantôt sur les réseaux sociaux. Mais la vérité va éclater, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous pouvions dire sur le Hajj. Et il y a le roi du printemps qui dit ici que, cher éclaireur, la corruption et la malhonnêteté dans l'organisation du Hajj va bien au-delà de ce que tu as pu expliquer. Le plus souvent, des candidats au pèlerinage qui remplissent toutes les conditions sont remplacés à 2 jours ou voire même 1 jour du premier départ par des candidats fictifs qui paient leur argent aux démarcheurs mandatés par certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre au ministère de l'Intérieur et à la Direction générale des cultes. Et donc, M. Messamba, M. Vasriki et M. Bachir, on vous attend au tournant cette année.
C'est ce qu'on peut vous dire. Et donc, on va mettre des gens dans le public pour espionner, pour prendre toutes les magouilles. Et cette année-là, on ne va pas se priver de vous humilier. Ça, on vous le dit directement. Même à partir du ministère de l'Intérieur, on va faire infiltrer des gens pour vérifier correctement les choses et on va humilier toutes les mauvaises graines. Faites-nous confiance pour cela. Et je dis aux musulmans qui seront victimes de quoi que ce soit, d'entrer le plus tôt en contact avec nous. On va pouvoir essayer de dénoncer les malversations. Je dis bonsoir à notre mère Blanc qui est avec nous ici ce soir et ça nous fait extrêmement chaud au cœur. Je dis bonsoir au roi du printemps. Je dis bonsoir à toute la famille qui se retrouve et je le réitère encore, à partir du 2 mars 2023, on sera effectivement sur notre plateforme originelle et originale bien sûr, la plateforme Éclaireur Pro Vérité, et on va reprendre la formule traditionnelle de nos émissions comme vous aimez bien. Je salue aussi la ravissante et excellentissime Binette Sidibé, ainsi que toutes les autres personnes comme Maurice Kanaté. Vous permettrez qu'on puisse les saluer. Makom Rabi, qui est salué, le grand maître, Fatogoma Ouattara, sans oublier Abdul Malik Kanaté, et bien d'autres personnes comme Rui de Kerensky. Et donc, je salue aussi notre bien-aimé Adama Kone. On va toujours continuer avec le voyage intellectuel. Et le sujet numéro 2 a pour titre « La main de Dieu ». Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, on a développé cette politique mortifère, macabre et désastreuse que lorsque nous ne pouvons pas faire mieux que quelqu'un, il faut souhaiter sa mort. On pensait que les sorciers, c'était seulement dans le registre de la nuit, mais on s'est rendu compte que les vrais sorciers sont même plus dangereux et exercent en pleine journée en Côte d'Ivoire. Et vous aurez constaté que certains, par désespoir et surtout par incapacité, disent « Ah, si Alassane Ouattara meurt, ils seront contents. » Mais même si Alassane Ouattara meurt là, vous n'allez pas prendre place là. Ça, c'est un. De deux, même si Alassane Ouattara meurt là, ça ne fait pas que vous serez éternel sur la terre. Même si vous souhaitez la mort d'Alassane Ouattara là, ça ne va pas résoudre votre problème. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de souhaiter ce que vous voulez. Mais Dieu est plus grand que vous, Dieu est plus grand que moi, et la vie d'un être humain n'appartient qu'à Dieu. Et vous allez comprendre de quoi je parle. La main toute puissante et miséricordieuse de Dieu a eu sa protection favorable sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Des personnalités, et non des moindres, des hommes et femmes sûrs du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ont échappé à la mort. Un accident qui a failli toucher en plein cœur le pouvoir Ouattara. Un hélico de l'armée de l'air transportant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, la deuxième personnalité du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le ministre du budget, s'est vu obligé d'opérer un atterrissage forcé dans la cité de Goïtafla. Dès qu'ils ont vu ou ils ont entendu parler de ça, on dit Adama Bictogo est mort, on dit Kandia a explosé, on dit il y a beaucoup de personnes de Ouattara qui sont mortes. Il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à dire que Ouattara même était dedans. On peut être sorcier jusqu'à ce point-là. On peut être méchant jusqu'à ce point-là. On peut être inhumain jusqu'à ce niveau. Mais depuis là, vous faites ça. Ça n'a pas marché. Donc, vous ne voulez plus la mort de Ouattara. Donc, si Adama Bictogo mourait là, est-ce qu'on allait vous donner place de président de l'Assemblée nationale? Si Kandia mourait là, est-ce que vous allez prendre sa place? Non. On comprend bien votre objectif. C'était de dire, vous avez vu encore, Ouattara vient de tuer encore Adama Bictogo. Mais vous dites qu'Adama Bictogo est étranger. Vous dites que Kandia est étranger. Mais si Alassane Ouattara, qui est aussi un étranger, un aussi du Burkina, tue d'autres étrangers, pourquoi vous, les vrais Ivoiriens, ça vous fait mal? C'est là qu'on comprend que votre affaire là, ce n'est pas une histoire d'étrangers, ce n'est pas une histoire de quelque chose d'autre, c'est une histoire de haine ténace.
c'est une histoire de haine en grand caractère. En réalité, ce que vous souhaitez, c'est que ces gens-là, s'ils avaient pu trépasser, vous auriez dit encore, voyez-vous, Ouattara vient de mettre ces gens-là dans un hélico et il les a assassinés. C'est comme ça qu'il a fait. Il a tué notre frère Amadou Gon Coulibaly. Dieu. Ahmed Bakayoko qu'on aimait là. Il a empoisonné Ahmed Bakayoko. Et le jour qu'il a fini de tuer Ahmed Bakayoko là, le même soir, il est sorti sur son compte Twitter Chris Yapi 5. Alassane Ouattara, il a un compte qui s'appelle Chris Yapi 5. Il est sorti sur son compte Chris Yapi 5. Il était en train de boire champagne. On l'a attrapé. Alassane Ouattara, mais il a coupé sa tête, il a mis tête de Soroguium. Sinon, ce n'était pas Soroguium, c'était Alassane Ouattara. Tellement il était content d'avoir tué Ahmed Bakayoko. Et avant la mort d'Ahmed Bakayoko, il avait dit qu'Ahmed Bakayoko avait été empoisonné. Avant la mort d'Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara, il a coupé la tête de Soroguium et puis maintenant il a mis ça sur lui-même sa tête et il a dit que Amadou Gon n'allait pas vivre longtemps pour voir les élections de 2020. Ouattara. Et puis encore Sadama Bictogo. Et puis quand il y a encore, tu viens de tuer encore. Ouattara, pourquoi tu tues les Ivoiriens? Et comme ça, le chagrin du chef de l'État allait être encore plus pénible. Comme si c'est Ouattara qui décide de la vie des gens. Comme si c'est Ouattara que Dieu a mandaté comme l'ange de la mort sur la terre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut au président Ouattara? Mais comme l'être humain là, ce qu'on dit dans nos bouches là, c'est pas ce que Dieu fait de nous là. Chaque fois que vous avez la haine, la méchanceté contre l'homme Ouattara, Dieu l'élève. Et Dieu vous montre la différence année-lumière qui existe entre vous et Alassane Ouattara. Je n'ai pas dit qu'Alassane Ouattara est un saint. Je n'ai pas dit qu'il est bon. Mais vraiment, en tant que dirigeant, si on a quelque chose à reprocher à Ouattara, ce n'est vraiment pas notre haine qui devrait être le justificatif. Est-ce que Ouattara a tout réussi? Non. Est-ce qu'un être humain peut tout réussir? Non. Alassane Ouattara lui-même qui est là, ses propres parents là, il n'y a pas de garantie. Il meurt devant lui, il ne peut rien faire. Alassane Ouattara qui est là, lui-même sa propre vie là, le jour que Dieu va avoir besoin de lui là, il ne peut rien décider. Mais c'est vous qui trouvez que c'est Alassane Ouattara qui a une télécommande pour tuer ses propres collaborateurs. Comment quelqu'un, un homme qui a dirigé le monde comme Alassane Ouattara, comment il peut devenir subitement bête? Ce sont ces généraux que lui-même il assassine. Ce sont ces piliers qui l'assassinent. Je crois qu'à un moment, il faut être sérieux. Je crois que si vous n'avez plus d'inspiration, venez simplement apprendre comment on fait pour construire un pont. Venez apprendre simplement comment on fait pour mobiliser des fonds pour faire des routes. Ce serait mieux pour vous. Parce que la politique, ce n'est pas faire dans la sorcellerie, ce n'est pas faire dans du brigandage, ce n'est pas faire dans l'inutile. Les Ivoiriens ont bien besoin d'un environnement paisible, mais aussi de sérieux. Et donc, en provenance de la ville de Mankono pour un hommage mérité des populations au président de la République, quel gâchis ça aurait été. Dieu n'en a point voulu. Après Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, fallait-il encore infliger ce calice douloureux et amer au président Alassane Ouattara? Que nenni, que non, a répondu Dieu lui-même en personne. Toutes les personnalités politiques sont sorties indemnes de cette épreuve. Vraiment, Dieu existe et Dieu est merveilleux. C'est pourquoi je suis aujourd'hui parmi vous, disait hier à la place Ambak Dabobo, la ministre d'État Kandia Kamara. Ce fut un instant d'émoi populaire à l'annonce de cette nouvelle de l'appareil qui a atterri à Forceps. Malgré quelques esprits chagrins qui ont saisi l'occasion de cette situation malheureuse pour manifester leur aigreur, leur sorcellerie à travers des posts jouissifs sur Internet, tendant à vouloir faire croire que cet incident technique de l'hélicoptère serait le fait d'une colère divine qui voudrait ainsi sanctionner ces autorités politiques qui seraient, selon ces mauvaises langues, pourvoyeuses de toute difficulté qu'aurait connu la Côte d'Ivoire. Propos tout simplement désobligeants de certains politiques de l'opposition ivoirienne, en manque d'un leader solide
et sérieux pour séduire et conduire le bateau des opposants. Leur prière tourne vers le mal, celui de voir les leaders charismatiques du pouvoir disparaître. En quête, là, d'un quelconque match nul que Dieu a refusé et rejeté en faisant sortir tous indemnes les leaders politiques présents dans cet hélicoptère le 25 février 2023. On peut faire la politique de la façon la plus saine sans souhaiter que les tenants du pouvoir périssent. C'est ainsi. Et c'est aussi ce que recommande l'élégance politique. À force de nourrir des idées sadiques, ces marchands de la mort encagoulés pourraient connaître ce qu'on appelle communément, dans les lieux de culte, le retour à l'envoyeur. Et ça, c'est un exercice que j'aime. Vous, les opposants qui souhaitez la mort de Ouattara, que Dieu fasse que Laurent Gbagbo meure, et puis que Grimier passe sur son corps, puis sa grosse tête là va éclater comme papaye. Que Dieu fasse que Henri Konan Bédié trépasse de manière horrible là. Que Dieu fasse que Simone Eve Gbagbo meure. Que Dieu fasse que Afinyesa meure. Que Dieu fasse aussi que toutes les mauvaises personnes, comme les Sorogium là, ils puissent trépasser. Ce que vous souhaitez là, on va vous retourner ça. Mais Dieu merci, on n'a même pas besoin de dire ça dans nos bouches. Ce que tu souhaites pour les autres là, naturellement la nature même te renvoie ça. Mais vos souhaits, que Dieu vous les retourne. Que ça ne se limite pas à vos leaders. Que vous-même qui souhaitez la mort aux gens, que vos familles là, que vos enfants, vos femmes meurent avant vous. Et après maintenant, vous-même vous allez suivre. Cela étant dit, il sera aussi important de signaler des facteurs qui, ma foi, ne sont pas à cacher. Est-ce que c'est la première fois qu'on a des problèmes avec nos hélicos? Là maintenant, c'est au ministre des Défenses que je m'adresse. Le ministre d'État, Téné Brahima. Vous êtes quelqu'un que nous aimons extrêmement. Et nous avons tout le respect pour vous. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Un jour, est-ce que nos soldats ne sont pas tombés dans le nord là-bas et puis il y a eu des morts d'hommes? Avant ça, est-ce que dans la région de Katiola ou bien je ne sais pas où, quelque part dans le nord, je ne sais plus, il n'y a pas eu un hélico aussi qui a connu un problème? Je crois que ça fait maintenant la 3e fois en moins de 2 ans. Il serait souhaitable qu'on fasse un audit de nos appareils volants pour savoir réellement quel est le problème. Parce qu'on est en train de parler, Dieu merci, mais Dieu ne va pas toujours continuer à nous sauver. Vous-même, monsieur le ministre, quand vous êtes dans un petit voyage rapide, là, vous voyagez dans ces hélicos-là, je pense bien, ou mais si par nécessité, le président doit les prendre. Et si ce jour-là, Dieu n'est pas avec nous, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais cela n'exclut pas qu'on puisse être prudent. Nos appareils volants de l'armée ivoirienne, là, quel est le problème qui fait que il y a toujours des problèmes? Quand ce n'est pas la queue qui vole en l'air, c'est un atterrissage raté, c'est ça. Est-ce que le personnel de pilotage est formé correctement? Première question. Deuxième question. Est-ce que nous avons du matériel qui garantisse toutes les conditions de sécurité? Ce n'est pas parce que l'appareil vole qu'il est bon. Et donc, depuis la source, depuis là où ces appareils-là sont payés, est-ce que ça ne nous amène pas à nous poser des questions? Est-ce que ce ne sont pas des tombeaux volants qu'on nous vend? Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je suis en train de faire des spéculations parce que trop de problèmes nous amènent inévitablement à comprendre que le pire adviendrait un jour. Et donc, est-ce que, monsieur le ministre, vous n'avez pas fait commande des appareils en bonne et due forme, des appareils opérationnels comme il se doit? Mais est-ce que les intermédiaires ne nous ont pas menti pour nous vendre des faux appareils, des appareils très vieillissants, qui nous ont fait repeindre comme les trains de Bamako? Ça, moi, j'aurai le courage de poser ces questions-là.
Et je demanderai qu'un audit de nos appareils soit fait et qu'une enquête soit reprise pour voir, depuis là où ces appareils ont été payés, pour voir s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, les mettre au grand jour ou mais les régler en même temps. Parce que dans ces appareils-là, ce sont nos chefs, nos commandants militaires qui voyagent dedans. Ce sont nos hommes d'État qui voyagent là-dedans. Ce n'est pas moi, éclaireur, qui voyage dedans. Ce n'est pas les petits citoyens qui voyagent là-dedans. Et donc, si un jour doit avoir un malheur, ça sera un grand de la République. Et donc, pour éviter ce malheur-là, moi, je vais pouvoir vous dire ma petite part de vérité qui peut peut-être déplaire, mais au moins, ça aura le mérite que j'ai été honnête dans ce que je pensais. Et ça, c'est important. Il faut aussi regarder la piste des sabotages. Il faut regarder aussi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font du sabotage? Ça aussi, il faut regarder vers cette direction-là. C'est ce qu'on aurait pu dire sur cette affaire-là et souhaiter davantage que ceux qui prient pour que les gens meurent, les gens ne mourront pas tant que le moment de Dieu ne sera pas à son terme. Et donc, retour à ceux qui souhaitent la mort des autres, que la mort vous fauche vous-même de la manière la plus fatale possible. Sujet numéro 3. Plus de 400 000 cartes nationales d'identité attendent encore leurs propriétaires. Président le séminaire d'information sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. À l'intention des administrations publiques, le vendredi 24 février 2023 à Grand Bassam, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a révélé que plus de 5 500 000 cartes nationales d'identité ont été produites, dont 400 000 attendent d'être retirées. Aujourd'hui, nous avons atteint une bonne cadence de délivrance des cartes nationales d'identité. Plus de 5 500 000 cartes nationales d'identité ont été produites et plus de 400 000 sont en attente de leurs propriétaires dans les centres de l'ONESI, a fait savoir M. Vagondo Diomandé. Le ministre a invité les Ivoiriens à se rapprocher des centres de l'ONESI ou à utiliser les canaux d'assistance disponibles, c'est-à-dire les call centers, l'application MyONESI ou le site web ONESI afin de retirer leurs cartes. Pour ceux qui ont fait la demande et qui attendent encore, je les invite également à se rapprocher des bureaux de l'ONESI pour fournir les informations nécessaires à la poursuite du traitement de leur demande, a-t-il insisté. Par ailleurs, Vagondo a fait savoir que la mise en place du registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP, a été lancée en 2019 en vue de renforcer la sécurité de chaque personne en Côte d'Ivoire avec, à la base, la modernisation de l'état civil. Le RNPP est un système de traitement d'informations qui assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives aux personnes physiques, a-t-il indiqué. Il a rappelé la mise en place de mécanismes pour que l'état civil soit désormais fiable et sécurisé. Il s'agit de la digitalisation des services de l'administration pour faciliter la vie à la population. Pour le ministre Vagondo Diomandé, au regard des différentes actions qui visent à changer l'image du système d'état civil et d'identification, il importe que l'ensemble des acteurs au niveau national soient suffisamment imprégnés de la réalité de l'innovation des services électroniques conçus à cet effet, afin de s'inscrire résolument dans la perspective d'accompagnement du processus de réforme et d'inviter les représentants des ministères à s'approprier les informations nécessaires pour une diffusion sur l'exigence d'utilisation des outils modernes de développement tant indispensables et obligatoires à la société nouvelle. C'était une information du CICG. Et donc, l'article nous dit, Kadante Ouattara, les nouvelles Kadante, là, c'est comme ça qu'on appelle ça, Kadante Ouattara, que les opposants vous disaient de ne pas faire là. Eux-mêmes, ils sont allés faire. Quand on nous dit qu'il y a 5 500 000 personnes qui ont fait,
Est-ce que tout cela, ce sont les militants de Ouattara? Non. Et donc, si on enlève les militants de Ouattara, le reste là, ce sont les opposants. Eux qui vous ont dit de ne pas aller faire vos cartes d'identité là, eux, ils ont fait. Et actuellement, sur les 5 500 000 personnes qui ont eu à faire les cartes d'identité, il y a pour 400 000 personnes. Toi, tu as fini de faire ta carte d'identité, ça fait 3 mois, 4 mois. Tu n'as pas entendu parler. Il faut aller te renseigner. Il ne faut pas attendre. Souvent, là, on a constaté des dysfonctionnements. Souvent, ils avaient dit qu'ils allaient envoyer des textes-messages. Mais, souvent, ils n'envoient pas mais ta carte d'identité là-bas. Donc, après au moins 3 mois, il faut aller te voir. Tu demandes, tu vérifies. C'est vraiment important. Pourquoi il faut avoir la carte d'identité? La carte d'identité n'est pas seulement importante pour toi-même, ton identité. La carte d'identité est importante pour toi quand ton enfant doit aller à l'école là. On a besoin de l'identité des parents. Quand tu dois aller t'inscrire pour l'assurance maladie universelle là, on aura besoin de ta carte d'identité. Quand tu auras besoin d'aller faire un extrait de naissance pour que ton enfant aille à l'école, on aura besoin de carte d'identité. Quand tu auras besoin de d'autres services dans l'administration, on aura besoin de la carte d'identité. La carte d'identité est tellement importante que ce n'est pas un papier simplement dans ta main. C'est ta vie même qui est dans ta main. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis des projets très importants en place. Des projets tellement importants que le gouvernement est arrivé aujourd'hui au registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP. Ça veut dire, comme vous ne connaissez pas, on va expliquer. Dans tous les pays là, développés là, le gouvernement veut aujourd'hui que les gens soient considérés comme aux États-Unis, en France, partout. Chaque Ivoirien a un numéro d'identifiant. Et à partir de ce numéro-là, tu peux ouvrir compte bancaire, tu peux tout faire. Même la carte d'identité actuellement qu'on a là, ça peut servir de permis. La carte d'identité ivoirienne actuelle là, à cause du numéro d'identifiant, ça peut servir de permis. Et avec cette carte d'identité là, tu peux voyager dans la zone CEDEAO. Tu n'as pas besoin de passeport. Si je ne me trompe pas, oui. Avec la nouvelle carte d'identité là, tu peux voyager. Vous voyez que je suis en train d'aller crescendo. Je suis en train d'aller au fur et à mesure pour vous montrer l'importance. En Côte d'Ivoire, tu peux voyager avec ta carte d'identité. Mais dans l'espace CEDEAO même, tu peux voyager avec cette carte d'identité là. À cause du numéro d'identification. Et c'est là que vous allez comprendre l'une des importances. Aujourd'hui, à cause du phénomène du terrorisme, on est obligé aujourd'hui d'identifier les gens pour savoir qui est qui était où, qui a fait quoi. Et donc, cette carte d'identité aujourd'hui, avec toutes les performances technologiques qu'elle comporte, est très importante. Si toi, tu fais ta carte d'identité, tu ne vas pas prendre. Tu fais du mal à qui? C'est à toi-même que tu fais du mal. C'est à tes enfants que tu fais du mal. C'est le jour où tu en auras besoin là, que tu vas savoir que tu t'es fait du mal. Donc là, c'est pas nous, on va te conseiller d'aller prendre. Puisque tu as déjà payé, si tu ne vas pas prendre, c'est ton problème. Et ce qui est le plus important, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'aspect sécuritaire compte beaucoup. La sécurité, là, elle est très importante. Si les djihadistes te tuent et qu'on ne veut pas t'identifier, on ne va même pas te comptabiliser parmi les morts. Et donc, on ne va même pas indemniser ta famille. Et donc, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi aussi, même la carte de résident qui sera effectuée, c'est pour aussi cibler les personnes pour pouvoir savoir qui est qui. Parce que je ne vais pas vous mentir, Interpol a un fichier, il y a plus de 2 millions de personnes dedans qui sont en lien avec le terrorisme. Même si tu vas faire une transaction bancaire là, si c'est douteux là, quand on fouille là, si on voit là, on te met sur la liste. Donc faites beaucoup attention. Personne ne peut échapper à la réalité actuelle du monde. Vous voyez, les Russes qui sont venus dans la bande sahélo-sahélienne, ils ne sont pas venus là parce qu'ils aiment les Maliens. Ils ne sont pas venus là parce qu'ils aiment les Burkinabés. Ils ne sont pas venus là parce qu'ils aiment quelqu'un. Ils sont venus là pour leurs propres intérêts. S'ils arrivent à occuper cette bande-là, même déjà ne serait-ce qu'un missile balistique qui a une portée de 10 000 km, ils peuvent frapper l'Europe. Ça aussi, j'avais expliqué un peu les aspects géostratégiques, mais quelques causes militaires de cette présence-là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sans oublier que c'est une zone de narcotrafiquants où la drogue circule à flot. Et donc actuellement, là, quand on dit aux Maliens et aux Burkinabés que vous ne pouvez pas combattre l'hydre djihadiste, là, ce ne sont pas les bouviers que vous voyez là, ce n'est pas eux. C'est d'abord
la nasse des narcotrafiquants. Aujourd'hui, ces pays-là sont devenus des zones de transit des narcotrafiquants qui sont même plus riches que ces États-là. Il suffit de corrompre un général de l'armée malienne ou burkinabé avec 200 millions. Lui, il ne gagne même pas 10 millions par an. Il va fermer les yeux. Et donc, le problème au Mali et au Burkina, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas résoudre. Parce qu'il y a les narcotrafiquants dedans qui sont en lien avec les djihadistes. Tant que les djihadistes peuvent maintenir l'insécurité, eux, parce que le nord, la zone du Sahel, là, c'est plus grand que les États-Unis. Ça, il faut qu'on vous le dise. C'est plus grand que les États-Unis. Physiquement parlant, ces pays ne peuvent pas contrôler ces zones. Et donc, quand on y installe encore l'insécurité à travers ces mouvements violents, ça permet aux narcotrafiquants de pouvoir opérer, de pouvoir faire de pouvoir décharger leur cargaison et de pouvoir les écouler sur l'Europe. Et ça, c'est aussi l'une des raisons. Et donc, c'est un trafic, ce que vous voyez comme le djihadisme là, il y a en fait plusieurs personnes qui tirent avantage. D'abord, le narcotrafic international, et qui a tout intérêt à ce que ça soit une zone de non-droit, et donc qui travaille en étroite collaboration avec les bandes djihadistes, et en arrière-plan, les armées même de ces pays-là, qui, à la réalité du terrain, il y a beaucoup de généraux qui sont corrompus et qui n'ont pas un franc intérêt à ce que cette guerre-là cesse, puisqu'ils n'ont rien à perdre. En réalité, ils n'ont rien à perdre. Et le plus dur, c'est la négligence de l'Europe à jouer avec le feu à ses frontières. Quand je prends à partir de Kidal pour aller peut-être à Marseille, ça ne vaut pas 3000 km. Mais figurez-vous qu'un missile balistique à courte ou longue portée, ça peut déjà atteindre entre 3000 et 10 000 km. Ça veut dire que l'Europe n'est pas en sécurité. Et ça, il faut que les uns et les autres réfléchissent là-dessus. Mais entre-temps, sur le terrain, puisque ça se passe dans cette zone-là, c'est d'abord les pauvres populations qui payent le prix fort et qui meurent gratuitement. Et ça, il faudrait que ces pays-là, ces dirigeants-là comprennent que c'est quelque chose qui les dépasse et qu'il faut une franche collaboration et que ce n'est pas seulement des propagandes russes ou djihadistes. Et pourquoi les Russes viennent? Les Russes viennent et entretiennent cette situation de confusion. Leur intention n'est pas de lutter contre les djihadistes. Leur intention n'est pas de renforcer le gouvernement du Mali ou du Burkina. Leur intention est d'être sur le terrain pour être là au cas où il y a une confrontation avec l'Occident, utiliser la bande sahélo-sahélienne pour agresser la France, l'Angleterre et les États-Unis pour progresser. Et surtout l'Espagne qui est encore plus proche. Et donc voilà un peu quelques aspects militaires que j'expliquais aujourd'hui, sans oublier que dans une autre émission, j'avais expliqué les aspects géostratégiques, etc. Sujet numéro 4, Sacré PDCI. C'est un article de notre père Venance Conan, tiré de Fraternité Matin du 25 février 2023. Le mardi 21 février 2023, un journal proche du PDCI affichait cette une. Coup d'État de 1999, à ce jour, PDCI, 24 ans d'opposition, un parti inépuisable, des fondations solides, des lendemains pleins d'espoir. Félicitons donc le PDCI pour ses 24 ans d'opposition et souhaitons-lui d'y passer encore d'autres très longues années. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire. Le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire indépendante pendant 39 ans. Dans 15 petites années, son temps d'opposition sera égal à son temps de pouvoir. 15 ans, ça passe très vite et le PDCI battra largement tous les records de temps passé à l'opposition tant qu'il ne se sera pas regardé dans le miroir de sa propre histoire et dans celle de notre pays. À cet effet, rappelons au PDCI quelques points. En 1993, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny mourait, l'opposition,
représenté par Laurent Gbagbo et des personnalités telles que Francis Wodié, Zadi Zaourou et Bamba Morifere, était né, mais pesait très peu dans le paysage politique. À cette époque, le numéro 2 du PDCI s'appelait Alassane Ouattara. Houphouët-Boigny est enterré en février 1994. Et quelques mois plus tard, naît le Rassemblement des Républicains en abrégé RDR. Des suites des frustrations d'une partie des cadres du PDCI. Que fait-on pour amener ces personnes à la maison? Rien du tout. Au même moment, une véritable chasse à l'homme est organisée contre le numéro 2 du PDCI, Alassane Ouattara, coupable d'avoir lorgné le fauteuil présidentiel. Plutôt que de tout faire pour le maintenir dans le parti, le nouveau président du PDCI, Henri Konan Bédié, et le nouveau président de la Côte d'Ivoire l'enchassent. On chasse Alassane Ouattara même du pays, en lui niant sa nationalité ivoirienne. Puis, plus tard, en lançant un mandat d'arrêt international contre lui. Et dans la foulée, tous ceux qui lui ressemblent, de près ou de loin, par la culture, le nom, la religion et la région d'origine sont persécutés pour chasser. On chasse ainsi des milliers de paysans de la région de Tabou parce qu'ils seraient culturellement proches du pestiféré Alassane Ouattara, originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Et le président du PDCI et de la République n'enlève pas une seule fois, n'élève pas une seule fois la voix pour condamner tout cela. La conséquence logique de tout cela est que le PDCI finit par perdre complètement le Nord, la région d'origine d'Alassane Ouattara, et les musulmans qui sont tout autant persécutés puisque sa religion est l'islam. Il s'est passé que le PDCI, en voulant tuer un moustique posé sur un mur, a pris un gros marteau et a tapé très fort. Mais il a raté le moustique et a fracassé le mur de l'unité nationale. Mais cela lui était indifférent. Et l'autre conséquence logique a été le coup d'État de 1999. Car occupé que le président du PDCI était à pourchasser Alassane Ouattara, il avait oublié de surveiller son pouvoir. Le PDCI a-t-il oublié tout cela? Pour lui, le coup d'État de 1999 était-il injuste? Point à la ligne. Mais lui-même n'y a aucune responsabilité, comme l'a indiqué récemment le porte-parole de ce parti. Tout ce que le président du PDCI avait fait à cette époque était excellent. L'unité nationale détruite, pour le PDCI, juste un effet collatéral sans importance. Du coup d'État est né l'UDPCI, le parti de Robert Gueye, qui regroupait les anciens militants du PDCI de l'Ouest montagneux. Que fit-on pour qu'ils reviennent? Rien du tout. Le PDCI ne voit pas pourquoi il aurait fait quelque chose. Beaucoup d'eau coula sous le pont et en 2005, Bédié proposa à tous ceux qui se réclamaient de Félix Houphouët-Boigny de créer un rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Nous fûmes de ceux qui applaudirent le plus fort parce que nous croyons que Bédié voulait rassembler ce qui était éparse et réparer toutes ces erreurs qui avaient permis à un incompétent notoire comme Laurent Gbagbo d'accéder au pouvoir d'État. Le 17 septembre 2014, il proposa à Daoukro la création d'un parti unifié de tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. J'applaudis de plus belle. Mais 4 ans plus tard, il fit machine arrière et se retira du RHDP. Au motif que ce parti unifié, qu'il avait lui-même proposé,
aurait fait disparaître le PDCI. La réalité, tout le monde la connaît. Il voulait que le RDR lui serve de cheval pour aller conquérir sans coup férir le pouvoir qu'il avait perdu par sa propre faute. Depuis ce jour, tous les principaux cadres de son parti, le PDCI, ont rejoint le RHDP sans qu'il ne fasse son examen de conscience. On dit, à chaque fois qu'il s'agit de personnes sans conviction, parties au restaurant, sous la contrainte, et etc. De quelle conviction parlons-nous? De la fidélité à un homme qui ne pense qu'à lui seul, de fidélité au désir de revanche d'un homme, à sa haine contre un autre. Ceux qui sont autour de Bédié lui rendent-ils vraiment service? Ceux qui, dans ce parti, sont encore lucides s'interrogent. Akossi Benjo vient de faire savoir qu'il est intéressé par le poste de président du PDCI et il propose à Bédié de devenir le Mandela ivoirien. Attendons la suite. Des militants du PDCI attendent son retour au pouvoir, comme les chrétiens attendent le retour de leur Messie. L'espoir, nous dit-on, fait vivre. Le PDCI attend depuis seulement 24 ans. Les chrétiens, eux, depuis plus de 2000 ans, et ils ne sont pas découragés. Le PDCI a encore de la marge. C'était un article de notre père, Venance Conan. Et sujet numéro 5, qui est aussi le dernier, c'est un texte de notre père Alexis Diette. Renforcer et sauvegarder la démocratie pluraliste en Afrique en renforçant ses qualités et ses institutions par l'éducation civique et politique du peuple. Depuis l'aube des temps, les aspirants dictateurs et autocrates de tout poil ont toujours utilisé les qualités intrinsèques du régime de démocratie pour le renverser, pour s'emparer du pouvoir d'État et l'utiliser contre le peuple. Dans ce texte, le père Alexis Diette est en train de nous expliquer que pour sauvegarder et renforcer la démocratie pluraliste, il faut qu'on essaye de renforcer les qualités des institutions à travers l'éducation civique et l'éducation politique du peuple. Et dans le premier paragraphe, il nous dit, depuis que le monde est monde, tous ceux qui sont des dictateurs, tous ceux qui sont des tyrans, ont toujours utilisé la notion de démocratie pour s'accaparer du pouvoir, pour prendre le pouvoir. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, ils renversent les principes de la démocratie pour imposer leur dictature au peuple. Un exemple palpable, j'allais dire, c'est celui de Laurent Gbagbo. J'ai été le père de la démocratie. C'est moi le premier opposant. C'est moi ceci. Mais quand j'aurai le pouvoir, le prix du cacao va augmenter. Avec 1 milliard, on peut construire 10 universités. Mais une fois que le pouvoir lui sera donné, il sera un pouvoir qui va réprimer toute idée de contestation. Le premier pas qu'il pose, lui qui dit être le père du multipartisme, la liberté de pensée et d'action, la première, le 26 octobre 2000, dès qu'il prend le pouvoir, le premier mot qu'il sort, tuer les opposants qui sont dans les rues. Et le lendemain, on retrouve un charnier qui est composé essentiellement d'opposants. Et surtout, des personnes qui ont des noms à consonance nordique. Et donc, le père Alexis est en train de nous dire ici que c'est ça la marque des dictateurs, des tyrans qui utilisent le mot démocratie, qui essaient de dévoyer ce concept-là pour juste venir au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ils vous démontrent leur vraie nature, comme celui de Laurent Gbagbo. Sans oublier aussi Bédié, qui une fois venu au pouvoir se transforme en despote et devient sourd aux attentes, aux complaintes et surtout aux différents appels du peuple, qui se moquent du peuple. Et ça, c'est la marque des dictateurs. Au chapitre 2, il nous dit ceci. Des tyrans grecs qui renversèrent la démocratie athénienne dans l'Antiquité, à Adolf Hitler dans la première moitié du siècle dernier,
dans l'Allemagne, de la République de Weimar, d'Augusto Pinochet au Chili dans les années 1970, à Vladimir Poutine en Russie et aux néo-dictateurs et autocrates africains de nos jours, les aspirants dictateurs instrumentalisèrent et détournèrent à leur profit la souveraineté du peuple, le parlementarisme et la règle de la majorité du vote pour abattre la démocratie. Et donc, le père Alexis Dia nous dit ceci. Si vous voulez encore plus d'exemples, il dit, allez reprendre vos anciens livres ou vos annales. Vous allez voir comment certaines personnes comme Adolf Hitler, vous allez voir des gens comme Pinochet en Chili, vous allez voir des gens comme Vladimir Poutine, c'est eux qui disent toujours souveraineté au peuple. Mais non, ils font croire au peuple qu'eux, ils aiment le peuple plus que lui-même. Et qu'eux, ils sont prêts à tout donner au peuple, même leur propre vie. Et cette politique-là, une fois qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs, la démocratie qui se veut être le pouvoir du peuple par le peuple, et donc la voix du peuple, et donc il faut un aspect de parlementaires qui sont les représentants du peuple, il faut aussi le vote, il faut les attributs même de la démocratie. Vous voyez donc que ces personnes qu'on vient de citer, Vladimir Poutine, est-ce qu'il y a la liberté de la presse en ce moment? En Russie, est-ce qu'on n'a pas vu des journalistes se faire empoisonner? Est-ce qu'on n'a pas vu des Russes se faire assassiner? Quand vous prenez le pays qu'on appelle Chili dans les années 70 avec Augusto Pinochet, allez revoir vos annales. Quand vous regardez ce que Hitler a fait en Europe, mais quand vous leur demandez, ils disent non, c'est pour qu'il y ait la race pure. Dans le cas d'Hitler, par exemple. Mais c'est la même chose que Laurent Gbagbo fait. Non, il faut que lui, sa tribu soit mis au-dessus. Sa tribu doit être la race pure. Bédié dit la même chose. Il faut que la race de Bédié soit la race des seigneurs sur la terre. Mais en réalité, au lieu véritablement d'aider le peuple à avoir sa liberté de penser, à avoir sa liberté de s'exprimer et à avoir la liberté de voter qui bon lui semblerait, ces personnes disent au peuple, non, 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 il faut la souveraineté du peuple, non, 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 nous sommes contre les colonisateurs. Mais en réalité, c'est du populisme, en réalité, c'est de la démagogie. Quand le peuple se laisse prendre à ce jeu-là, quand ces personnes prennent le pouvoir, demandez-vous aujourd'hui, est-ce que Bédié a fait le bonheur de ceux qu'il considérait comme ses parents, qu'il voulait considérer comme la race supérieure? Non. Est-ce que Laurent Gbagbo a fait le bonheur de sa tribu qu'il voulait mettre au-dessus de tout le monde? Non. En réalité, ces personnes n'ont qu'un seul objectif, c'est leur propre promotion personnelle. C'est leur propre avantage ou rien. Ces personnes ne pensent ni au peuple, ni à leurs amis, ni à ceux à qui ils ont menti, ni à ceux qui les ont aidés. Ces personnes ne pensent qu'à elles seules. Parce qu'elles ont une nature qui est bien spécifique en elles, c'est la nature de dictateur. Si vous voulez même des prédateurs au pouvoir. S'impose alors à toutes les époques, dans le régime de démocratie, l'exigence d'élever le niveau de la raison publique, de promouvoir la conscience civique du peuple, de développer sa conscience politique et son esprit critique pour donner au peuple la capacité d'exercer sa souveraineté et de la conserver. Au chapitre 3, le père Alexis nous dit donc que après tout ce qu'on vient de vous expliquer, à travers des exemples clairs et concrets, la meilleure manière de sauvegarder la démocratie, la meilleure manière pour que la démocratie puisse prédominer sur l'arbitraire, la violence, le despotisme et la tyrannie des personnes aussi dangereuses que Laurent Gbagbo, Bédié, Hitler et autres, Pinochet, serait qu'on puisse faire la promotion du civisme, montrer que l'intérêt patriotique vient avant l'intérêt individuel, expliquer les bonnes valeurs des sociétés aux différentes personnes qui constituent notre société et développer la conscience politique. Comme je le disais, il faut se former politiquement, mais aussi il faut s'informer. C'est vraiment très important. Le monde où nous sommes aujourd'hui, si tu n'es pas informé là, on va prendre pour toi devant toi-même cadeau.
Quand je vous explique que, par exemple, la guerre qui se passe au Mali, là, les Français même n'étaient pas là-bas en réalité pour aider le Mali. Les Français étaient là-bas pour essayer d'aider les intérêts occidentaux. Mais c'est parce que nous ne sommes pas formés à la politique qu'on a pensé que c'est avec la violence en les chassant. On aurait pu avoir notre intérêt autrement. En sachant bien que ces Français-là n'étaient pas dans le Sahel pour aider le Mali, on aurait pu faire la dialectique du maître et de l'esclave pour que ces gens-là puissent dépendre de nous. On allait les utiliser sans qu'ils ne sachent qu'on est en train de les utiliser. Mais malheureusement, ceux qui étaient à la tête de ces pays n'ont eux-mêmes pas une formation politique, encore moins une conscience politique. Et donc, elles sont tombées dans le sentimentalisme et dans les sentiments pour essayer de demander des solutions faciles. Et aujourd'hui, on a vu une succession de coups d'État. Et ça, il faudrait que la raison publique puisse promouvoir des hommes politiques formés, mais aussi que les citoyens eux-mêmes aussi se forment et s'informent pour que l'esprit critique, pour que l'esprit d'ouverture et de jugement, l'esprit du discernement soit ouvert, pour qu'en face de chaque situation, je puisse me dire pourquoi les choses se font comme ça. Et si ça se faisait autrement? Et qu'est-ce que moi-même je pense qu'il soit bien pour moi? C'est ça qu'on appelle l'esprit critique. La capacité de pouvoir analyser les faits sans état d'âme. Et lorsqu'on va se former, s'informer, et qu'on aura bien compris les choses, et que le peuple aura cette capacité-là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra les distraire comme les Laurent Gbagbo, les Bédier, qui aujourd'hui promettent qu'eux, ils vont changer la Côte d'Ivoire. Vous allez changer la Côte d'Ivoire, comment si ce n'est que pour la mettre dans le gouffre de l'enfer? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Quand vous leur demandez comment vous allez changer la Côte d'Ivoire, ils vous disent non, 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 votez-moi d'abord, après je vais vous montrer. Effectivement, ils n'ont pas de programme de société, ils n'ont pas de programme de campagne, ils n'ont pas de plan pour le peuple. Mais ce qu'ils ont en réalité, comme ils le disent, votez-moi et après je vais vous montrer la dictature que je sais faire, la dictature qui est dans leur corps. Ils vont exprimer cela sur le peuple. Et donc, une fois que le peuple aura eu cette capacité de pouvoir juger les faits et de pouvoir se situer dans le contexte qui soit dans son avantage, ces lumières populaires qui instituent l'impérium de la raison publique au cœur de la cité rendent possible la participation politique du peuple, le débat d'idées, la concurrence des visions politiques et des projets sociétaux. Une fois que le peuple en sera arrivé à ce niveau, comme je l'ai dit, naturellement, les débats politiques vont s'imposer. Parce qu'on ne va pas pouvoir vous dire n'importe quoi et vous allez avaler. Et vous allez poser des questions aux politiciens. Vous allez demander des débats contradictoires. Et vous allez demander qu'il y ait une concurrence entre les différents protagonistes politiques. Vous allez demander qu'il y ait confrontation entre les plateformes politiques pour qu'on puisse les juger sur la base de leur programme de campagne et de ce qu'ils veulent apporter réellement aux populations comme projet de société. Elle constitue le barrage le plus efficient contre la démagogie, contre la rhétorique, contre la désinformation, contre la propagande, contre la manipulation des psychés et des affects élémentaires par les aspirants dictateurs et autocrates. Il dit donc, lorsqu'on sera arrivé à ce niveau-là, ça sera le meilleur moyen pour combattre des démagogues de bas étage comme Laurent Gbagbo, pour combattre des gens qui sont dans la rhétorique facile, qui sont là pour utiliser des mots pour faire endormir le peuple. Souveraineté au Mali, patriotisme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, etc., etc. Vous voyez que ce sont des rhétoriques vides de sens et surtout aujourd'hui dans un contexte où la désinformation est devenue un outil de prédilection. Aujourd'hui, les citoyens qui ont une bonne compréhension, qui ont un esprit critique et qui ont une formation et beaucoup d'informations, on ne peut pas venir les désinformer comme on le voit dans le cas du Mali, qui avec le temps maintenant commence à comprendre. Ah non, donc en fait, c'était pas comme ça. Quand Wagner a commencé à les liquider, ils comprennent maintenant que Wagner n'était pas là pour eux. Ça sera aussi un moyen de lutter contre la propagande et surtout les manipulations des consciences. Et aussi des sentiments élémentaires. Quand ils parlent des affects, les affects, ça veut dire sentiments, les sentiments élémentaires. Et c'est ça, la force des dictateurs. Ils utilisent le psyché qui est
la psychologie humaine et les affects, c'est-à-dire les sentiments, pour essayer d'embobiner ceux qui les suivent et le peuple. Ils ne font que dire ce que le peuple aime entendre. Et quand tu aimes entendre ce que tu aimes entendre par la bouche de quelqu'un, tu penses automatiquement que c'est ton sauveur. Et donc, ta psychologie se fige sur la personne et tes sentiments, puisqu'ils réveillent en toi ce que tu as envie d'entendre, tes sentiments les plus élémentaires, les primaires, t'évitent de pouvoir être capable de réfléchir et donc de te faire un choix de raison. Et ça t'amène au chaos. Et une fois que tu as le dictateur en face, tu es dans ton tombeau. Voilà un peu le travail que nous aurions pu faire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui auraient aimé le travail qui a été fait. Je dis merci à tous. Et si d'aventure il y a des personnes qui ont des questions, nous souhaiterions que vous les posiez rapidement. Sinon, pour ma part, l'émission est terminée et on va pouvoir progresser rapidement en fermant l'émission. Et donc, comme je le disais, à partir du 2 mars, on reprendra les émissions publiques sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis merci à Cyclone AB. Merci encore à Samba Kone. Merci encore à Kaswat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On espère que le peu que nous avions fait pourra servir pour éclairer la lanterne de nos populations. Je salue ici notre mère Minignan Sissé qui dit bonjour à toute la belle famille EPV, les Mao et les Chao. Et elle nous souhaitait une fructueuse semaine. Nous vous en souhaitons autant, chère mère. Il y a notre père Georges Lèche-Gras, que je salue ici, le patriarche, qui salue tous les élèves de la classe, les Mao, et fait une bénédiction que Dieu bénisse richement notre semaine. Je salue aussi Poké Andreas, sans oublier tous nos frères, sœurs et partisans de Facebook. Je salue Suleiman Dosso, je salue Aboubakar Kamara, je salue Adjames Ouattara, je salue Jenny Diarra, je salue le roi Chaka Zulu et bien d'autres personnes. Et donc, nous disons merci infiniment à tous, que la grâce de Dieu demeure en nous. Et il n'y avait pas de questions, mais je pense que l'essentiel avait été déjà dit. Et donc, j'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci infiniment et à nous retrouver demain.